Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 1.1 Introduction à la mécanique des matériaux. Le plan du cours. La mécanique des matériaux, un bref historique, les applications industrielles, les mécanismes de défaillance et la méthode de résolution. Mécanique des matériaux. Une définition. La mécanique des matériaux est une discipline qui fait appel aux notions de la mécanique statique et aux notions des propriétés des matériaux, avec le but de déterminer les dimensions des composantes structurales ou mécaniques afin d'assurer une résistance aux efforts qu'elles doivent supporter sans défaillance ou rupture. Lorsqu'on fait la conception ou le design d'une composante structurale ou mécanique, on doit considérer deux choses. Premièrement, on doit considérer l'effet des charges externes. Et ces charges externes, lorsqu'ils sont appliqués sur notre élément structural ou mécanique, ils vont engendrer des efforts internes, alors des forces internes qui se développent dans l'élément structural. On doit peser ça contre la résistance de cette composante structurale ou mécanique. Cette résistance va être fonction de deux choses, le matériau utilisé et le dimensionnement de la composante. Et le but final, c'est d'assurer la sécurité et l'économie, c'est-à-dire la résistance doit être plus grand ou égale à l'effet des charges externes. Par exemple, pour cette poutre principale qui se situe dans un bâtiment, cette poutre se situe par exemple dans le toit du bâtiment. Sur le toit, on a par exemple de la neige et on a ces poutres secondaires et on a un toit et de plus on a le poids même de la poutre elle-même. Toutes ces charges vont engendrer des efforts internes, des forces internes qui vont se développer dans l'élément structural. Alors des contraintes axiales, de flexion, de cisaillement, on aura tout type de forces qui se développent dans l'élément structural. Alors ça, c'est l'effet des charges. Pour contrebalancer l'effet des charges, cette poutre a une certaine résistance. Cette résistance est fonction du matériau. Alors dans ce cas, on utilise de l'acier. Et elle est aussi fonction de la section qui est utilisée dans la poutre, le dimensionnement. Quelle est la largeur de cette poutre? Quelle est l'épaisseur de la plaque d'acier qui compose la section? Les charges externes. Les charges externes génèrent des efforts internes dans les éléments structuraux. Ces efforts internes engendrent des contraintes dans les éléments. Il y a trois types de forces internes qui peuvent se développer dans l'exemple qu'on a vu. On a des forces axiales internes qu'on donne le symbole N. On a des moments internes M et on a un effort tranchant interne V. Avec la mécanique des matériaux, on va transformer ces forces en des contraintes. Les contraintes normalisent ces forces pour qu'on puisse étudier la résistance du matériau. Alors, par exemple, pour trouver la contrainte axiale, on va utiliser une certaine propriété géométrique de la section utilisée, dans ce cas, l'aire de section. Pour le moment interne, on va utiliser d'autres propriétés géométriques pour normaliser le moment en une contrainte. Pour l'effort tranchant, on va utiliser l'effort tranchant et des propriétés géométriques de la section pour normaliser cette force en une contrainte. La résistance. La résistance de l'élément à ces efforts dépendra des propriétés mécaniques du matériau et des dimensions de la composante structurale mécanique. Des exemples de matériaux couramment utilisés en génie civil ou mécanique sont les aciers, le bois, l'aluminium et les matériaux composites. On va voir qu'on peut faire des tests simples
pour construire une courbe contrainte-déformation qui nous donne une relation constitutive de la résistance du matériau. Voici quelques exemples de sections utilisées dans les composantes structurales dans les bâtiments. Alors ça, c'est diverses sections qui sont utilisées pour donner une certaine résistance à ces poutres et à ces colonnes dans ce bâtiment en acier. Et pour assurer la sécurité, on doit s'assurer que l'effet des charges est plus petit que l'effet de la résistance. Exemple. Prenons par exemple l'analyse d'un treillis. Ce treillis supporte divers types de charges externes. Par exemple, il y a le poids propre du treillis lui-même. De plus, on a ici une dalle et des poutres secondaires qui sont supportées par le treillis. De plus, on a les camions et les voitures qui appliquent un autre type de charge externe sur le treillis. Toutes ces charges vont être transférées au joint inférieur de ce treillis, comme il est montré ici. Après l'analyse statique du treillis, on peut trouver les forces internes axiales dans chaque élément. On va trouver une force soit en compression ou en traction dans chaque élément. On trouve que la force interne dans l'élément BC, NBC, est égale à 106 kN en traction. Voici l'élément BC, et après l'analyse statique, on trouve que la force est égale à 106 kN en traction. Ça, c'est l'effet des charges. Maintenant, pour la résistance. La résistance va être fonction de deux choses, des dimensions de l'élément et du matériau. Supposons que cet élément est fait d'une section circulaire. Dans ce cas, on a besoin de calculer l'aire de section de cet élément. De plus, on doit considérer le matériau. Est-ce que c'est un élément en acier? Est-ce que c'est en bois? Est-ce que c'est un autre matériau? Dans ce cas, supposons que c'est un élément en acier. On doit considérer la relation constitutive contrainte-déformation de l'acier pour savoir c'est quoi la contrainte limite pour ce matériau. Dans ce cas, on va limiter la contrainte à la contrainte sigma y, qu'on peut appeler la contrainte de souplesse. Et dans ce cas, pour l'acier, c'est une contrainte de 400 MPa. Chaque matériau va avoir une contrainte limite différente. Si la section a une aire A, on peut trouver la contrainte due à la force axiale en prenant la force interne et en normalisant pour trouver une contrainte interne. Dans le cas d'une force axiale, la façon de normaliser, c'est de diviser par l'aire de section, avec cette formule très simple. Si on considère que l'aire de section est 500 mm au carré, la contrainte qu'on trouve sera 212 MPa. On vient de voir que la contrainte limite du matériau utilisé, dans le cas de l'acier, est donné le symbole sigma y. On doit s'assurer que la contrainte due aux charges, ce 212 MPa, est plus petite que la contrainte limite du matériau. Dans ce cas, la contrainte limite est 400 MPa pour l'acier. Alors, est-ce que la résistance est adéquate? Dans cette situation, oui, la résistance est adéquate. Si cette contrainte était plus grande que 400 MPa, ce qu'on devrait faire, c'est augmenter l'aire de section pour avoir une plus grande résistance ou utiliser un autre matériau qui a une contrainte limite plus élevée. Bref historique. Vous allez trouver sur les diapositives qui suivent un bref historique sur la mécanique des matériaux. Vous pouvez lire cette section tout seul. Le but est de simplement démontrer que la science des mécaniques des matériaux a évolué sur plusieurs centaines d'années et continue d'évoluer même aujourd'hui. Les applications industrielles. Il existe plusieurs applications industrielles qui se basent sur la mécanique des matériaux. Par exemple, en génie civil, lorsqu'on fait la conception des structures, des bâtiments, des ponts, etc., on va revenir aux règles fondamentales de la mécanique des matériaux.
lorsqu'on fait l'analyse des fondations et des sols, on retourne à la mécanique des sols et des roches qui sont basées sur les concepts de la mécanique des matériaux. En génie mécanique, il y a diverses applications en génie mécanique qui se basent sur la mécanique de matériaux. En bref, le cours de mécanique des matériaux est un cours de grande importance. Mécanisme de défaillance. Il existe plusieurs mécanismes de défaillance qu'on doit considérer lors de la conception des éléments structurels et composantes mécaniques. Parmi eux, il y a la contrainte maximale. Si la contrainte interne qui se développe dans la composante est plus grande que la contrainte limite du matériau et sa résistance, on aura une défaillance. Par exemple, pour cette poutre, si l'effet des charges externes est plus grand que la résistance de la poutre, dans ce cas, on peut avoir rupture de la poutre et l'effondrement de ce bâtiment. Déformation maximale. Si les déformations et déplacements dépassent les limites maximales pour assurer le bon fonctionnement de la composante, on peut aussi avoir une défaillance. Alors, pour cette même poutre, sous l'effet des charges, on va avoir des déformations. Dans ce cas, on va avoir une déflexion qui sera maximale au centre de la travée de la poutre. Si cette déflexion devient excessive, on va avoir une défaillance. Pourquoi? Par exemple, on aura des systèmes de climatisation, des systèmes électriques, des systèmes mécaniques qui sont attachés à cette poutre. Si la déflexion devient excessive, on peut avoir le mauvais fonctionnement de ces systèmes. Alors c'est un mécanisme de défaillance qu'on ne peut pas avoir. Alors on va limiter la déflexion à une déflexion limite pour assurer qu'on n'a pas cette défaillance. Rupture par fatigue. Dans certains éléments composantes structurales et mécaniques, on peut avoir des charges répétées. Un exemple serait cette poutre qui supporte une grue et qui a des charges répétées cycliques. On peut avoir une rupture dans cet élément structural due aux charges répétées qui causent une défaillance. On appelle ça une rupture par fatigue. Rupture par flambement. Dans le cas de colonnes élancées chargées en compression, on doit s'assurer qu'elles ne subissent pas un problème de stabilité dû au flambement. Sinon, c'est un mécanisme de défaillance. La ductilité. La ductilité est la capacité du matériau et d'une structure à se déformer sans subir de rupture fragile. Par exemple, pour ce bâtiment, si on a un séisme, on va avoir de très grandes déformations qui vont être engendrées dans les éléments structurels. La structure doit avoir une certaine ductilité pour ne pas avoir des problèmes comme il est montré dans cette photo. Cette ductilité va être fonction de plusieurs paramètres et parmi eux, elle va être fonction de la ductilité du matériau lui-même qui est utilisé dans cette structure. En tenant compte des mécanismes de défaillance, les éléments qu'on dimensionne doivent satisfaire aux exigences suivantes. Résistance. La pièce doit pouvoir supporter et transmettre les charges externes qui lui sont imposées. Rigidité. La pièce ne doit pas subir de déformation excessive lorsqu'elle est sollicitée. Endurance. La pièce, si elle est soumise à un chargement répété, doit pouvoir tolérer sans rupture un certain nombre de cycles de sollicitation. Stabilité. La pièce doit conserver son intégrité géométrique afin que soient évitées les conditions d'instabilité. Par exemple, le flambement dû à la compression est un exemple d'instabilité. Ductilité et résilience. Dans le cas où un chargement dynamique est prévu, la pièce doit pouvoir absorber une quantité d'énergie sans trop s'endommager. Un choix judicieux du matériau et un dimensionnement adéquat peuvent assurer le respect de chacune de ces exigences. La méthode de résolution. On résout un problème de mécanique des matériaux en utilisant 4 étapes fondamentales. L'idéalisation de la structure, l'étude des conditions d'équilibre de la structure, l'étude de la compatibilité géométrique de la structure et l'application des relations force-déplacement du matériau. L'étape 1. L'idéalisation de la structure. La première étape consiste
à simplifier la structure et les charges réelles afin de pouvoir en faire l'analyse. Par exemple, dans cet exemple très simple, on doit transférer cette structure réelle en un modèle idéalisé et on doit transformer cette charge réelle en une charge idéalisée pour qu'on puisse faire l'analyse. Étape 2. L'étude des conditions d'équilibre de la structure. Après l'idéalisation, on utilise la mécanique statique pour trouver les efforts internes qui sont causés par les sollicitations. Il faut que les forces et moments satisfassent aux conditions suivantes. La somme des forces égale 0 et la somme des moments égale 0. Ce sont les conditions d'équilibre. L'étude de la compatibilité géométrique de la structure. La compatibilité géométrique d'une structure implique que celle-ci conserve sa continuité et son intégrité après avoir été déformée sous l'action des charges externes. Par exemple, pour cette poutre rigide et câble, lorsqu'on applique une force externe, par exemple ici, les déplacements que subissent la poutre rigide et le câble doivent être compatibles pour assurer l'intégrité de la tâche. Étape 4. L'application des relations force-déplacement du matériau. Avec les relations force-déplacement, aussi appelées relations constitutives, nous pourrons faire le lien entre les forces étudiées à la première étape et les déplacements étudiés à la deuxième étape. Exemple, l'essai de traction sur un échantillon d'acier nous donne une relation constitutive contrainte-déformation qu'on peut utiliser lors de l'analyse de la composante structurale ou mécanique. Et ceci est la fin de la leçon 1.1.